Donc moi je m'appelle Gérald Bronner, je suis sociologue, je travaille sur les croyances collectives et j'ai voulu consacrer, je crois que c'est en 2009, un livre qui s'appelait La pensée extrême, dont le sous-titre était Comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques. Et si je me suis intéressé à cet aspect des croyances, parce que je dialogue avec une tradition intellectuelle qui essaye de montrer que même les croyances les plus folles sont pas forcément portées par des gens fous. Et que la psychiatrisation est parfois une erreur analytique. Bien sûr, il y a des fous, il y a des gens qui relèvent de la psychiatrie, qui par exemple, ça donne au pire. Mais c'est pas la variable qui explique l'intégralité de ce phénomène. Et c'est un vrai mystère, évidemment, pour un sociologue, de voir comment des gens ordinaires peuvent produire l'horreur morale. Et la ligne de conduite intellectuelle, elle est très ténue, elle est très difficile, parce qu'on peut vite donner l'impression, quand on cherche les raisons d'autrui, qu'on lui donne un peu raison, qu'il y a une forme de compromission intellectuelle. Donc, un des enjeux de ce livre était pour moi, à l'époque, et c'était bien avant les attentats qui ont frappé la France. Le livre a reparu aux Presses universitaires de France, mais il avait d'abord été publié chez De Noël. À la suite de ces attentats, j'ai essayé un peu d'actualiser cette pensée pour voir si elle était éventuellement encore opérante pour penser ces tragiques attentats qui ont frappé notre pays. Donc, moi, je suis Georges Saline. Je suis médecin de santé publique et épidémiologiste, ou du moins je l'étais parce que je suis retraité désormais. Et le 13 novembre 2015, j'ai perdu ma fille qui était au Bataclan. Et c'est ce qui m'a précipité en fait dans la thématique, même si mon background médico-scientifique m'avait préparé sans doute à rechercher les causes de ce qui s'était passé et à essayer de trouver des solutions en analysant vraiment les ressorts sur lesquels on pouvait agir plutôt qu'en fonçant dans le tas, quoi. Et donc, je peux dire dès le 14 novembre, puisque j'ai donné des interviews dès le 14 novembre 2015, j'ai commencé à appeler à la raison et à l'esprit critique pour lutter contre le fanatisme, et ça m'a conduit à m'engager dans beaucoup d'actions, mais au contact des élèves, des jeunes, puis assez rapidement des familles de djihadistes, et puis assez vite aussi des djihadistes, voire des terroristes, puisque j'ai rencontré en prison un certain nombre de personnages dans le cadre de rencontres restauratives. Vous pouvez m'en dire un peu plus justement sur ce parcours? Est-ce que vous avez d'abord été sollicité? Est-ce que vous qui avez sollicité des institutions publiques, comment ça s'est fait? Non, j'ai été sollicité, pas par des institutions, par des enseignants, puis ensuite par des... alors on peut dire que ce sont des institutions, mais sont des acteurs de terrain, les éducateurs, les psychologues qui agissent en prison dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à travailler sur ces terrains-là. Et de la part des pouvoirs publics, lorsqu'on va les voir avec... désormais, beaucoup de mes actions sont dans le cadre de l'Association française des victimes du terrorisme. Lorsqu'on rencontre les pouvoirs publics, ils nous disent « Oui, c'est très très bien ce que vous faites, mais enfin, on a le sentiment de ne pas être sur le dessus de la pile de leurs préoccupations. » Oui, j'ai eu à fréquenter moi aussi les pouvoirs publics d'une autre façon, puisque j'ai été sollicité à la suite des attentats du 13 novembre, en fait. Il y avait déjà une première réaction politique après les attentats de Charlie Hebdo. Pour la première fois, il y avait une émotion collective avec un pointage vers des sujets qui m'étaient évidemment très familiers, qui étaient les théories du complot, etc., qui ont beaucoup frappé l'opinion publique, les journalistes à l'époque, et même la décision politique, puisque Najat Vallaud-Belkacem était ministre de l'Éducation à ce moment-là, et avait tenu à monter un colloque autour du complotisme, où j'étais intervenu d'abord.
Mais à ce moment-là, on voyait bien que le politique, comme souvent, réagit un peu au doigt mouillé. Et ce qui m'a frappé dans le dialogue qu'il faut mener avec les institutions publiques et avec la décision politique, c'est le caractère extrêmement court-termiste, en fait, de la réaction. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite fournir une solution. Et c'est ce qui s'est produit, à mon avis, au moment des attentats du 13 novembre, ce moment où moi j'ai été sollicité, alors que je suis pas du tout spécialiste du djihadisme. En fait, ce livre, La pensée extrême, portait pas sur la radicalisation djihadiste. J'en prenais quelques exemples issus de là, mais elle traitait aussi bien de la radicalisation anarchiste de la fin du 19e siècle, d'autres formes de radicalisation d'ailleurs, y compris des gens qui par exemple se livraient à des collections de façon compulsive et qui abandonnaient pratiquement leur famille, enfin le bien-être de leur famille pour cela. On trouve toute forme de radicalisation. Et la problématique est de savoir, y a-t-il un socle cognitif commun? Bien sûr que idéologiquement, les valeurs qui sont portées sont très très différentes, mais y a-t-il des processus qui nous permettraient de comprendre? Bref, ça me rendait pas du tout compétent pour répondre à la question dramatique qui se posait en France, qui était celle du djihadisme. Et pourtant j'ai été sollicité très tôt, et ça m'a beaucoup étonné. D'ailleurs, je raconte ça dans un autre livre, qui s'appelle Déchéance de rationalité, qui est un livre un peu récit, où je raconte de façon, j'espère, assez sincère, mon étonnement, et il me semble, mais je sais pas si vous avez ce sentiment, que mais je suis peut-être trop bienveillant, je sais pas, ou naïf, mais j'avais l'impression que je rencontrais que des gens sincères, intelligents d'ailleurs, et que pourtant cette somme de sincérité et d'intelligence n'aboutissait quasiment à rien, après des efforts titanesques pour dégager une plus-value qui était vraiment très limitée, y compris dans la logistique, parce que moi aussi je suis allé en prison. Il m'arrivait parfois, pendant plusieurs années, ça j'en ai pas tellement parlé, mais il m'arrivait d'arriver dans des prisons, donc de me lever à l'aube, c'est pas très grave, et les gens ne savaient pas que je venais. Je sonnais, etc. Je venais pour faire une formation, tout à fait gracieusement, j'ai bien entendu, tout ça a été tout à fait gracieux. Et en fait, on n'avait pas pensé à envoyer un mail pour avertir les gens de ma venue. Et je suis sûr qu'il y avait aucune malveillance là-dedans. C'est simplement voilà les conséquences d'un sorte de millefeuille administratif très étrange. Je sais pas comment vous avez vécu les choses. Alors, il y a un certain nombre d'années qui nous séparent des attentats, et les choses n'ont pas été complètement uniformes. Il y a eu des changements de pied au point de vue politique, hein. Mais d'une manière générale, le court-termisme, c'est une constante évidemment, mais aussi l'absence d'une vision globale. Moi, je pense que le problème de l'engagement radical, il est multifactoriel et, oui, je le pense aussi. Et hétérogène d'ailleurs, avec des constantes, mais qui ont un poids différent selon les individus. Il n'y a jamais eu de plan global pour, par exemple, s'adresser au niveau psychologique, au niveau familial, au niveau du quartier, au niveau... non, il y a pas eu vraiment une matrice des actions. On est allé sur des choses peut-être plus qui paraissaient plus simples, mais qui pêchent sur le plan de l'efficacité par cette absence de globalité. Et quand même cette difficulté à voir qu'il s'agissait d'un phénomène complexe a été influencée par l'adhésion à certaines explications qui tiraient sur le sens de c'est un phénomène idéologique, politique. Disons que l'écologie, le Québec, pour aller vite, a eu à un moment donné beaucoup plus l'oreille des pouvoirs publics que d'autres discours, et ça a eu certainement une influence. Certainement, mais il est vrai que c'est une idéologie aussi, et qu'elle est pas sans responsabilité. Attention, hein, dans tous les djihadistes que j'ai rencontrés,
il n'y en a aucun qui ne soit pas passé par une adhésion idéologique et même probablement par une phase salafiste avant de rejoindre des groupes violents. Non, mais c'est bien comme ça que j'ai interprété ce que vous avez dit. Mais quelquefois, même si ça c'est presque une cause obligatoire, mais il y a d'autres facteurs. S'il n'y a pas d'autres facteurs, ça suffit pas. Je suis absolument convaincu que c'est une cause peut-être nécessaire, mais pas suffisante. Voilà. Absolument, c'est hautement multifactoriel. Pas prépondérante. J'ai rencontré des gens, y compris des gens comme un type comme Mohamed Abrini, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Enfin, pour lequel la dimension idéologique, elle était vraiment très secondaire. Oui, moi d'ailleurs, on a vu des débats dans l'espace public qui opposaient des chercheurs. Souvent, j'avais d'ailleurs de l'intérêt intellectuel de part et d'autre, si je puis dire, ce débat entre radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité. J'ai eu souvent l'occasion de dire que c'était pas deux hypothèses qui étaient contradictoires. Les deux pouvaient être possibles selon les trajectoires. Et je suis assez convaincu aussi, comme vous, c'est la thèse que j'essaye de défendre dans la pensée extrême, que ce sont des phénomènes qui sont très multifactoriels. Il y a bien sûr des logiques de groupe, il y a des logiques de ressentiment, il y a aussi logiques qu'on appelle d'anomie en sciences sociales, c'est-à-dire de perte de structure, l'impression de ne plus maîtriser son environnement, etc. Et tout ça est très complexe, et c'est pour cette raison d'ailleurs, ça a été un de mes combats perdus, c'est de pouvoir ouvrir aux chercheurs les bases de données que les services de renseignement possédaient, bien entendu en anonymisant ces renseignements. Il ne s'agissait pas pour nous de savoir qui était derrière ces fiches, c'est pas ce qui nous intéressait, mais de pouvoir faire des calculs statistiques, par exemple sur l'évaluation causale de telle ou telle variable, afin de fournir des modèles intellectuels plus robustes, puisqu'on est ici dans un moment de pensée rationaliste au REC à Toulouse. Et je n'ai pas réussi à obtenir cela. Ni pour les données qui avaient été récupérées par les signes de signalement Stop Djihadisme, si vous vous souvenez à l'époque, il y avait je crois plus de 19 000 fiches. Évidemment, tout n'était pas valide, etc. Il aurait fallu faire un grand nettoyage méthodique de ces données. Ni d'ailleurs, j'ai retenté ma chance auprès des gens qui étaient incarcérés dans les quartiers de radicalisation, où on voulait simplement voir s'il y avait des caractéristiques particulières en faisant passer des tests classiques de psychométrique, le Big Five ou les tests de CRT, les Cognitive Reflection Tests, qui permettent d'analyser la fluence cognitive pour voir si ces variables, elles pèsent en plus que des variables socio-économiques, etc. Et bien là aussi, des mois de combat avec toujours des gens qui applaudissaient, qui me disaient « mais bien sûr, c'est ce qu'il faut faire », mais à la fin, on ne sait pas pourquoi, il ne se passe rien. Non, j'avoue que ça c'est d'où d'ailleurs le titre du livre que j'évoquais, d'échéance de rationalité, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, parce qu'on parlait beaucoup d'échéance de nationalité à l'époque, et donc il y a un moment où on est, et en tant que sociologue c'est un défi, c'est de penser la somme de bonnes intentions qui produisent des externalités en fait négatives. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a voulu volontairement mettre encore je suis peut-être naïf, mais je pense que chacun a reporté sur l'autre la responsabilité d'engager cette initiative, et comme personne ne veut que ça pèse sur ses propres épaules, ça ne se fait jamais, alors qu'à l'époque, j'avais déjeuné avec François Hollande avec ce seul but, c'est d'obtenir cela. Il l'avait pris en note, il a demandé à ce que ces données soient ouvertes pour les chercheurs. On nous avait promis que ça serait fait. Alors après, j'ai lâché l'affaire, mais peut-être que maintenant c'est le cas. Mais à ma connaissance, en tout cas à l'époque, il y avait des obstacles tout à fait considérables. Ouais, mais alors c'était peut-être lié à la proximité des attentats, mais l'époque, alors même si beaucoup de choses peuvent être critiquées, y compris alors les déclarations hallucinante de Manuel Valls sur l'explication et l'excuse, mais il y a eu quand même à l'époque, avec le CIPDR, un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalité tel qu'il existait à l'époque,
C'est le préfet Ngagne qui on sentait, j'avais cette impression de bonne volonté. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, qui s'est beaucoup éloigné ensuite. Alors moi, j'ai pas suivi la suite, mais à l'époque, c'est le préfet Ngagne. Alors je ne sais pas si c'est lié à un changement de ligne ou tout simplement parce que le terrorisme est passé un peu au second plan de l'actualité à un moment donné. Puis en plus, c'est vrai que la réponse politique doit se faire à court terme, souvent. Et c'est vrai qu'il faut une réaction. On peut pas, face à des attentats aussi atroces, vous êtes mieux placé que quiconque pour le savoir, il faut que le politique dise quelque chose. Bien entendu que l'opinion attend des mesures de fermeté, ce qui est, à mon avis, tout à fait légitime. Et en même temps, on sait bien aussi que les explications de type monocausal courent toujours plus vite que les explications multicausales. Elles ont un avantage concurrentiel sur le marché des idées. Et la tentation politique à l'heure des réseaux sociaux, de la communication, hein, qui est quand même c'est un peu banal, mais c'est vraiment la pierre dans la chaussure démocratique. La communication a totalement envahi les politiques, a fortiori depuis qu'ils ont mis la main sur les réseaux sociaux, où ils sont obligés de communiquer, de commenter. Et on voit mal comment des explications de type multicausal pourraient aujourd'hui être défendues sans quelques craintes de perte électorale, en fait. Ouais, mais il y a quand même, il y a des sujets sur lesquels il y a vraiment une lâcheté à renoncer à expliquer des choses qui sont pas si compliquées que ça à expliquer. Je suis bien d'accord. Pour moi, il y a eu une renonciation du gouvernement à prendre une position courageuse et ensuite à l'expliquer sur le retour des enfants qui sont détenus dans des camps en Syrie. D'une part, je pense que la politique est erronée, et d'autre part, même cette politique erronée, elle n'est pas du tout expliquée. Soi-disant, on a renoncé à ramener tous les enfants, sans parler des adultes, suite à un sondage qui disait que les Français étaient contre, mais c'est ce type de sondage où on pose une question que personne ne s'est posée, en fait, dans les personnes auxquelles on tend le micro et qui n'ont jamais réfléchi sur cette question. Pour moi, c'est une fausse explication, c'est une fausse excuse de ce sondage. Et pour moi, il est évident, parlant des enfants, il est absolument inadmissible de laisser des enfants qui étaient totalement innocents dans des camps sans leur venir en aide. D'ailleurs, la France est multicondamnée par tous les organismes de droits de l'homme sur ce sujet-là. Et ensuite, on prend un risque sécuritaire considérable en laissant là-bas les enfants et les adultes d'ailleurs, parce que on accumule du ressentiment. Ces gens-là vont finir par sortir de différentes manières, et ils pourront, plus on les laisse, plus ils se radicalisent, et plus ils sont susceptibles de causer des dégâts là-bas, ce qui est pas satisfaisant quand même. Ils sont là-bas, donc on s'en fout, mais en fait, c'est une... Moi, je sais pas mesurer la balance des coûts et bénéfices concernant les adultes et les dangers qu'on court, soit... Ah, non, c'est rien. Moi, je ne sais pas mesurer la balance des risques, des coûts et bénéfices qu'on encourt à considérer que les adultes radicalisés doivent rester dans les prisons là-bas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un devoir moral pour les enfants, incontestable. D'ailleurs, je l'ai dit publiquement à l'époque. Et il était question aussi, la question s'est posée, parce que c'était des petits qui avaient été scolarisés parfois dans les écoles de Daesh, etc. Donc, et finalement, les choses, d'après ce que je sais, se passent plutôt bien en réalité. Comme quoi, d'ailleurs, c'est aussi un message d'espoir. Je veux dire, même dans des conditions dogmatiques très fortes, un jeune esprit a suffisamment de plasticité pour recevoir un type d'éducation plus méthodique et rationnelle. Moi, j'ai des exemples. Les exemples que je connais sont des success stories incroyables. Enfin, ça se passe très bien. Ben ça, c'est très réjouissant. Mais bon, je ne les connais pas tous et toutes. Ce qui est certain, c'est que quand même,
plus on les laisse là-bas et plus on les laisse sous une influence de leurs parents. Oui, mais je pense que là, il y a eu un côté beauté en touche, c'est-à-dire jouer la montre, pourvu que ça soit le prochain quinquennat qui décide ce genre de choses. Et là, il y a de la lâcheté, oui, c'est évident. Et concernant les adultes, alors j'entends ce que vous dites, vous pouvez pas mesurer la balance coût enfin risque. Non, je pense qu'effectivement, moi non plus, mais ça se dit, au moins ça se discute quand même. En tout cas, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que dans ce cas de figure, je suspends mon jugement. C'est-à-dire il faut mettre à distance ce qu'on pense moralement et la description des faits. Là, si on parle de risque terroriste, je ne saurais pas l'évaluer. C'est ça que je voulais dire. C'est que je crois que là, le mieux, c'est de suspendre son jugement. Il m'avait semblé, pour préciser, le refus de ce retour, c'était aussi acter le fait que dans l'esprit des pouvoirs publics, le contexte familial est un facteur majeur de radicalisation. C'est pas simplement exogène. Est-ce que vous contestez ça? Ah, mais de toute façon, ce qui se passe, j'ai du mal. Ce qui se passe avec les retours lorsqu'il s'agit d'enfants, les enfants sont placés en famille d'accueil. Et il y a une évaluation de la part de la justice des enfants, de la part des parce que les parents sont incarcérés de toute façon. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants sur le long terme. Il y a bien des cas où la famille n'est pas radicalisée et où les enfants finalement sont confiés à leurs grands-parents, par exemple. Bon, j'ai des exemples là-dessus. Et puis après, je pense qu'il y a une hiérarchie morale, en fait. Et les adultes qui reviennent, parce que il y a des adultes qui sont revenus tout simplement parce qu'ils ont été arrêtés en Turquie, par exemple. Donc, et ils sont judiciarisés à leur arrivée en France, donc ils sont pas lâchés dans la nature comme ça. Et dans la balance de notre jugement moral, je pense qu'il y a des hiérarchies. Et le devoir que nous avons de protéger des jeunes enfants est supérieur à la crainte que nous devrions avoir qu'ils puissent se radicaliser. Quand bien même ce serait le cas, il y a un devoir moral supérieur, à mon avis, c'est tout. Ce qui ne doit pas non plus nous conduire à obérer complètement la possibilité de ce risque. Et il est aussi pour pas tomber dans une idéologie, mais simplement argumenter en faveur d'une hiérarchie morale. Sur les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque j'ai introduit ce thème qui m'est cher, hein, mais c'était juste pour donner un exemple du fait que parce que vous disiez finalement c'est tellement compliqué que les pouvoirs publics ont besoin de donner réponse à la boum boum, il faut décider très vite, rapidement. Oui et non, c'est-à-dire que je les exonère pas de leurs responsabilités, ils sont coupables de pas aussi fournir les données. Si on avait des données plus sérieuses, on pourrait proposer des choses plus rationnelles. Absolument. Donc je les exonère pas du tout de leurs responsabilités. Alors déjà, il y en a qui sont déjà sortis. Et il y en a un que je connais très très bien parce que c'est le premier que j'ai rencontré dans le cadre d'une mesure de justice restaurative. Pendant le procès des attentats du 13 novembre, j'avais dit, ces types-là, j'aimerais les rencontrer en face à face, sans témoin, sans avocat, sans journaliste, pour discuter les yeux dans les yeux. Et à la suite de ça, j'ai reçu une demande. On m'a dit, bon, c'est pas les membres de la cellule du 13 novembre là, mais il y a un type là qui est dans une prison. Il est condamné à 13 ans pour être allé combattre avec Daesh. Mais il dit qu'il veut rencontrer une victime de l'État islamique pour s'expliquer. Est-ce que vous acceptez de le rencontrer? Donc je l'ai rencontré. Et je l'ai rencontré en janvier 2023. Et cet homme qui était parti en Syrie en 2014, qui est resté prisonnier de l'idéologie de Daesh jusqu'au lendemain des attentats de 2015, puisque lorsque la nouvelle est parvenue à Raqqa de ce qui s'était passé le 13 novembre, sa première réaction, ça a été de se réjouir de ce grand succès de l'État islamique. Mais, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a déclenché chez lui un processus qui l'a conduit à se désengager, à fuir.
Et donc, il a été... À cause des attentats. À cause des attentats. À cause d'autres choses aussi, mais à cause des attentats. Donc, il a fui, il est passé en Turquie, il a été arrêté. Et il a été expulsé vers la France, donc et condamné à 13 ans de réclusion. Je l'ai rencontré 2 fois, très longuement. Il m'a raconté tout son parcours. Et puis, comme il avait exécuté plus de la moitié de sa peine et qu'il n'avait pas de mesure de peine de sûreté, il a été finalement, il a pu bénéficier d'un aménagement de peine et il est sorti depuis le mois de janvier. Et je continue à le voir. D'abord, j'ai continué à correspondre avec lui et je continue à le voir depuis qu'il est sorti de prison. C'est quelqu'un qui est en train de se réinsérer totalement, et qui est vraiment sorti de l'idéologie. Bon, j'en ai rencontré d'autres qui ne sont pas sortis, mais qui sont dans un processus d'évolution. Alors, moi, je suis relativement optimiste par rapport à ces gens-là, parce que ils ont été, ou ils sont, dans une idéologie, une emprise sectaire à certains égards, mais c'est quelque chose. Ils n'ont pas de troubles profonds de la personnalité. En général, ça peut arriver, certes. Il y a des cas psychiatriques, il y a toutes sortes de choses. Mais en général, c'est des gens ordinaires qui sont rentrés dans un parcours extraordinaire, mais dont il est parfaitement possible de les faire sortir. Oui, j'espère. J'ai pas de garantie de succès. Non, mais le problème, c'est qu'il va y avoir le meilleur et le pire, probablement, quoi. Mais je trouve extrêmement regrettable qu'on renonce, qu'on les considère comme perdus pour l'humanité. Et ça m'a amené à être, par exemple, plus que réservé sur la notion de perpétuité incompressible, par exemple. Je pense que moi je suis d'accord avec Badinter, la peine de mort n'avait pas à être remplacée par quoi que ce soit. Il fallait la supprimer, mais il n'y avait pas de lieu. Et moi je pense que en plus il y a un caractère en plus inflationniste des peines, des durées d'incompressibilité des peines, et c'est un manque de confiance. Non seulement dans les possibilités d'évolution des personnes concernées, c'est un manque de confiance dans la justice d'application des peines. Personne n'est... tous les condamnés à perpétuité ne sont pas libérés, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Et on a Georges Ibrahim Abdallah qui est toujours en tôle depuis 1976 ou 117. À aucun moment, vous n'envisagez que ces gens que vous avez rencontrés vous dupent ou vous mentent et exploitent ce désir qu'on sent très fort chez vous de croire en une possibilité de rédemption. Je l'envisage complètement, tout le temps. Dans le livre de Colum McCann là, qui est paru au début de cette année, qui s'appelle American Mother, où il donne la parole en fait à la mère de James Foley, qui était le premier otage américain exécuté par Daesh. Il raconte une expérience de justice restaurative à l'américaine. Et l'homme que rencontre Diane Foley lui dit il lui dit non mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et je n'ai aucune raison de vous mentir. Et Diane Foley dit mais je sais bien qu'il a plein de raisons de me mentir, ne serait-ce que pour ne pas perdre la face. Mais bien sûr, mais j'en suis totalement conscient de ça. Mais après, il y a un moment où on se fait son opinion tout en sachant qu'on peut se tromper. Et c'est ce que font les juges tout le temps. Disons qu'on est, en plus, on est dans un espace démocratique. Et ce qu'on vient de dire là, sans faire de comparaison, à propos des radicaux idéologisés, quelle que soit l'idéologie, pourrait être aussi vrai d'un certain nombre de criminels à récidive.
la criminalité sexuelle, etc., etc. Donc la question, elle est double. Elle est d'une part, bien sûr, de miser sur la possibilité de rédemption, mais nous avons aussi un devoir moral, une responsabilité morale de protéger nos concitoyens des conséquences possibles. Et ça, je crois vraiment, pour le coup, que ce n'est pas aux chercheurs de trancher. Je crois que c'est la malédiction qui pèse sur la décision politique. C'est à la décision politique d'assumer cette incertitude. Et nous, en tant que commentateurs, on peut essayer au mieux d'apporter des arguments rationnels dans un sens et dans l'autre. Enfin, c'est une décision politique et c'est une décision judiciaire aussi, en l'occurrence. Oui, d'accord, mais avant d'être judiciaire, il y a des lois qui préparent. Mais bon, on pourrait en discuter très longtemps. Vaste sujet.